Now, please give a warm round of applause for Olivier Babot, economist and president of Institut Sapiens, who will present to us a new era of leisure and its many opportunities for the hospitality sector. Toutes et à tous, merci de votre invitation. Alors, on était à deux doigts de confier à ChatGPT cette conférence, mais finalement, je vais quand même la faire en personne. Ça reste encore plus sympathique, peut-être pour quelques années. Alors déjà, on m'avait dit que j'avais 30 minutes, j'en ai que 24,48. Ça ne va pas du tout. J'ai beaucoup de choses à vous dire et je prie les traducteurs de m'excuser par avance parce que j'aimerais vraiment avoir le temps de vous dire certaines choses. Je suis venu vous parler des défis du loisir à l'ère des machines, de ce défi paradoxal, on va le voir. Et pour vous en parler, je vais essayer de prendre un peu de recul. Vous avez peut-être lu La Chartreuse de Parme de Stendhal. Dans La Chartreuse de Parme, le seul qui ne comprend rien à Waterloo, c'est Fabrice Del Dongo parce qu'il est au milieu. Et il faut parfois essayer de prendre un peu de recul, et prendre du recul d'abord pour se satisfaire de vivre au XXIe siècle. Parce que quand on regarde par exemple la peste de 1348, on se rend compte qu'à cette époque-là, au XIVe siècle, 40% de l'Europe est morte, a disparu. À Florence, c'était 80%. Vous savez, on disait autrefois dans les campagnes, il faut 2 enfants pour faire un homme. Regardez, prenez Jean-Sébastien Bach, 1685-1750. Il a vu ses 2 parents mourir avant l'âge de 10 ans. Il a été élevé par son grand frère. Il a vu sa première femme mourir, comme vous le savez. Et il a vu 10 de ses 20 enfants mourir. Eh bien, au XVIIIe siècle, c'est une vie banale, c'est une vie normale. Ce n'est pas une vie spécialement malheureuse. Alors, on peut se féliciter de vivre au XXIe siècle. Regardez, depuis 1960, la proportion de l'humanité qui vit en extrême pauvreté est passée de 50% à moins de 10%. La réalité du monde d'échange et d'ouverture depuis les 30 Glorieuses, ça a été un prodigieux enrichissement mondial, évidemment, qu'on a un peu moins senti dans les pays qui étaient déjà développés. L'autre chose dont on peut se féliciter, c'est le doublement de l'espérance de vie entre le début du XXe siècle et aujourd'hui. L'espérance de vie a doublé. Et encore une fois, au XVIIIe siècle, l'espérance de vie à la naissance, c'était 25 ans, parce qu'en moyenne, il en mourait 1 sur 2. L'un de mes enfants de 7 ans a fait une péritonite il y a 1 an et demi. Est-ce que vous connaissez le taux de survie de la péritonite avant 1880 ? 0. On ne savait pas opérer. Appendicite, péritonite, tu meurs dans l'extrême souffrance. C'est formidable de vivre aujourd'hui. Et pourtant, regardez, on a vu qu'il y avait des éléments objectifs pour se réjouir de ce qui se passe aujourd'hui. Et pourtant, si on demande aux gens, est-ce que vous pensez que le monde devient meilleur ? Est-ce que le monde s'améliore? Alors en Chine, ils sont assez optimistes, ils vont répondre oui à 41%. La France est souvent en bas du classement pour certaines choses. Alors de la même façon, plus récemment, on a demandé est-ce que vous pensez qu'au cours des 5 prochaines années, vous et votre famille alliez mieux vivre? Je crois qu'il y a carrément 41 à 48% des Américains qui disent oui, et en France, on est à moins de 20%. Les Français ont peut-être parfois cette forme de dépression, mais vous voyez, elle est relativement bien répandue. Alors, comment ça se fait? Comment, dans un monde qui est objectivement plus facile qu'avant, on est en même temps un peu plus pessimiste, un peu plus déprimé, peut-être avec moins de vision positive de l'avenir? Regardez, au XIXe siècle, ici à Paris, en 1900, la grande attraction phare de l'exposition universelle, c'était le palais de l'électricité. Même Thomas Edison était venu pour voir comment on avait magnifié son invention. Les gens allaient voir, c'était extraordinaire pour la première fois. Il y avait ces éclairages la nuit. Et toute cette exposition universelle, c'était le témoignage de cet extraordinaire optimisme pour l'avenir. On était encore, vous savez, dans le positivisme kantien d'Auguste Comte. C'est-à-dire qu'on était persuadé que la science allait permettre de régler tous les problèmes. Et on voyait s'ouvrir ce XXe siècle avec un optimisme incroyable. Il y avait aussi ce qu'on appelait la rue de l'avenir. La rue de l'avenir, c'était un truc roulant qui faisait tout le tour de l'exposition universelle. C'était une des attractions phares. La rue de l'avenir, vous voyez, c'était bien l'idée que l'avenir, ça va être formidable. Il y a plein de choses qui vont arriver et ça va être extraordinaire. Et pourtant, à partir d'un soir d'avril 1912, on a déjà commencé à se dire que finalement, peut-être que la science ne résolvait pas tous les problèmes, peut-être que la nature, de temps en temps, se rappelait à nous, et puis que finalement, peut-être que de la science pouvait naître quelques malheurs. Alors ça, c'était un soir d'avril 1912, mais évidemment, à partir de 1914, on a compris que les technologies ne rendaient pas la guerre plus courte, elles les rendaient juste beaucoup plus meurtrières. Et tout le XXe siècle a été, comme l'a dit l'historien Hobsbawm, le siècle des extrêmes, un siècle où on a testé tous les extrêmes en matière de politique et probablement aussi de technologie, et un siècle terrifiant du point de vue du progrès. En fait, ça a été le siècle des désillusions. Alors nous arrivons au XXIe avec un problème complètement différent. Changement de décor. Notre problème, c'est qu'on est sur une exponentielle.
Et ça n'est que le début. Le problème, c'est l'accélération. Alors, si vous avez fait un peu de mathématiques, l'exponentielle, le problème, c'est la dérivée seconde. Vous savez que la dérivée en un point, c'est la pente de la courbe, enfin la pente de la courbe, et ça donne sa vitesse. La dérivée seconde, c'est l'accélération. La vitesse va de plus en plus vite. Et c'est ça le problème de notre époque, c'est qu'on a de plus en plus de mal à comprendre un monde qui évolue de plus en plus vite. Alors, pour nous aider à comprendre en quoi on est vraiment sur une exponentielle et que ce n'est pas juste une figure de style, prenons là encore un peu de recul. Si vous allez à Los Angeles, il y a un parc qui s'appelle Six Flags. C'est là où il y a toutes les trucs, vous savez, les attractions les plus violentes. Moi, j'ai horreur de ça. Ma femme adore. Et il y a notamment ce truc qui s'appelle Superman. Et je me suis dit, mais ça, regardez, c'est nous. On est tous sur cette horrible attraction qui s'appelle Superman. C'est un truc qui va avoir une attaque cardiaque, je ne vous le conseille pas. L'univers, 13,5 milliards d'années. La Terre, 4,5 milliards d'années. La vie est apparue au bout d'1 milliard d'années, en fait, relativement rapidement. Nos derniers ancêtres communs avec les chimpanzés, il y a 9 millions d'années. Les premiers hominidés, il y a environ 2 millions d'années. L'âge de pierre, en fait, a duré 3,3 millions d'années. On a utilisé les mêmes outils pendant 3,3 millions d'années. Continuons et passons un peu le temps. Si vous n'êtes pas spécialiste de peinture pariétale, on est d'accord, ça se ressemble. À gauche et à droite, vous vous dites, vous prenez un chasseur-cueilleur à une époque, vous l'amenez à de l'autre époque, c'est à peu près pareil. Eh bien, il y a 20 000 ans entre les deux. À gauche, c'est Chauvet, à droite, c'est Lascaux. Pendant 20 000 ans, le chasseur-cueilleur, il a vécu dans le même monde, en fait, en réalité. C'est-à-dire que la réalité de l'existence de l'humanité pendant 99,9% de son temps, c'était une extraordinaire stabilité. Vous mourriez dans le monde dans lequel vos arrière-grands-parents étaient nés, je veux dire, et ça sur plusieurs générations pendant assez longtemps. L'âge de bronze, lui, entre l'âge de bronze et l'âge de fer, il n'y a eu que 2000 ans. Donc déjà, accélération. On continue. Là encore, si vous n'êtes pas spécialiste d'art égyptien, ce qui est très pardonnable, vous dites ça se ressemble. Les yeux de face, la tête de profil, les pieds de profil, le corps de face, c'est égyptien. Entre la palette de Narmer à gauche et le temple d'Hathor à Dendera à droite, il y a 3100 ans, il y a 31 siècles, ce sont les deux bouts de la civilisation égyptienne. Une civilisation caractérisée par une incroyable stabilité. Imaginez, c'est comme si nous, on avait les mêmes représentations, les mêmes structures institutionnelles, la même religion que 1000 ans avant Jésus-Christ. Rien n'a changé. À partir de le dernier moment, évidemment, c'était l'occupation romaine. Continuons. Et arrivons un petit peu plus aujourd'hui. À gauche, ça n'est pas une salle de torture, c'est une salle d'opération en 1900. Et vous voyez qu'elle ressemble assez peu à une salle d'opération aujourd'hui. Et puis tout commence à s'accélérer. Regardez, entre le premier vol des frères Wright en 1903 et le moment où on a marché sur la Lune, il y a eu 66 ans. C'est un battement de deuil. Un clin d'œil, 66 ans, absolument rien. Regardez comment ça s'accélère. 35 ans entre les deux ordinateurs, environ la même chose entre les deux téléphones. Et le plus extraordinaire, c'est la croissance de la capacité informatique. Alors, on a tous aujourd'hui, au fond de nos poches, plusieurs téras, il n'y a aucun problème, mais le plus extraordinaire, c'est le progrès de la capacité computationnelle. Entre le premier ordinateur en 1938, qui faisait une opération par seconde, et le meilleur ordinateur du monde, la puissance informatique a été multipliée par 1 milliard, 2 milliards. Puisque le meilleur ordinateur du monde aujourd'hui s'appelle le Frontier, qui est un ordinateur américain, fait ce qu'on appelle un hexaflop, il fait 1000 pétaflops. Un pétaflop, c'est 1 million de milliards d'opérations par seconde. Un hexaflop, c'est 1 milliard, 2 milliards d'opérations par seconde. Je suis désolé pour les traducteurs. Hexaflop, je pensais hexaflop. Et encore, ça n'est qu'un début, puisque vous savez que Google a annoncé récemment faire fonctionner un microprocesseur quantique qui fait en 3,20 secondes ce que les meilleurs ordinateurs font aujourd'hui en 10 000 ans. 3,1 secondes, 10 000 ans. Vous voyez l'exponentielle? En fait, on y est. Évidemment, face à la machine, il y a nous. Nous, alors Kasparov, vous vous souvenez, en 96, battu par Deep Blue, on pensait que ça mettrait beaucoup plus de temps pour battre le meilleur mondial au jeu de Go, parce que le jeu de Go, vous voyez, c'est pas 8 sur 8, c'est beaucoup plus grand. Il y a plus de positions de jeu au jeu de Go que d'atomes dans l'univers. Et donc, il ne fallait pas absolument les mêmes techniques, mais avec le deep learning, avec les réseaux de neurones, on a réussi à battre le meilleur mondial 5-1 en 2016. Et Lee Sedol, donc le Coréen du Sud, a dit à quelques moments, j'avais l'impression de jouer contre un dieu. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, puisque un an plus tard, le programme AlphaZero, le programme bis d'AlphaGo, à qui on a juste donné les règles du jeu de Go, opposé à AlphaGo, donc le premier programme, il gagne 100 parties à 0. Un an plus tard. 100 parties à 0, on peut dire que quand il y a 100-0, vous voyez, il n'y a plus de match. Voyez.
Évidemment, le plus extraordinaire, en fait, c'est tout récent, parce que j'aurais fait cette conférence il y a 9 mois, j'aurais peut-être dit qu'en termes d'IA, heureusement, on était sur une sorte de palier. En fait, pas du tout. L'exponentielle est repartie d'une façon absolument extraordinaire. Parce que vous savez que l'IA générative, on a parlé de ChatGPT, l'IA générative, ça n'est pas que du text-to-text, c'est du text-to-picture, du text-to-motion aussi. Hein. Regardez cette image, la personne n'existe pas. Je ne sais pas quel est l'avenir des mannequins et des photographes de mode. C'est Midjourney, vous savez, le meilleur logiciel aujourd'hui. Vous pouvez créer des images à volonté. Je trouve que c'est très poétique, elles sont très belles ces images, vous en ai sélectionné quelques-unes juste pour rigoler. C'est assez extraordinaire, peut-être que l'industrie du cinéma va aussi être menacée. L'incroyable accélération de la capacité informatique ne va pas seule. Regardez, vous savez très souvent la science-fiction n'éclate de la science avec un peu d'avance. Il y a 2 choses qu'on ne saura jamais faire, voyage dans le temps et télétransportation comme dans Star Trek. Voyage dans le temps, c'est Einstein qui a montré que ce n'est pas possible. Mais le reste, finalement, on arrive de plus en plus à le faire. Regardez, la lecture dans les pensées. En haut, des images qu'on a présentées aux cobayes. Okay, en bas, les images qui ont été reproduites, reconstituées par l'ordinateur avec des simples capteurs de l'activité cérébrale. C'est incroyable où on en est. Vous voyez, ce n'est pas une projection, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. C'est ce qu'on est parvenu à faire aujourd'hui. On voit le nounours, on voit l'église, on voit le skieur. D'ailleurs, on arrive même à voir que c'est du surf. On voit l'avion, etc. Ça va quand même extrêmement vite, et vous savez que c'est le projet d'Elon Musk, évidemment, de fusionner notre cerveau avec l'ordinateur. Alors, l'autre point extrêmement étonnant et qui nourrit l'exponentielle, c'est le côté de plus en plus viral de nos comportements. On n'a jamais tous autant fait la même chose que depuis qu'on peut tous faire différemment. Probablement à cause de notre instinct grégaire. Regardez la progression des technologies qu'on utilise tous depuis 1900, progression de leur diffusion dans la population. Téléphone, électricité, automobile, jusqu'aux réseaux sociaux, aux smartphones et aux tablettes. Regardez, avant il fallait 50 ans pour que ça se diffuse dans la population. Aujourd'hui, ça se diffuse avec quasiment une courbe verticale. Ça va de plus en plus vite. Et il y a de plus en plus de choses qu'on va tous utiliser. Les must-have se diffusent à une vitesse extraordinaire. Alors, j'ai une autre illustration, c'est combien d'années il a fallu pour avoir 50 millions d'utilisateurs à différents produits. Alors, les compagnies aériennes 50 ans, l'automobile 62, télévision 22, Facebook 3 ans, Pokémon Go 19 jours. Ça marche avec d'autres choses aussi. Combien il a fallu de temps pour avoir 1 million d'utilisateurs? Netflix 3,5 millions pardon. Airbnb 2,5, Instagram 2,5, ChatGPT en 5 jours a eu 1 million d'utilisateurs. Aujourd'hui, il y en a plusieurs centaines de millions. Évidemment, dans un monde de plus en plus numérique, vous savez qu'un signal électrique, à la vitesse de la lumière, ça fait 7 fois le tour du monde en 1 seconde. Donc évidemment, vous pouvez servir l'ensemble du monde. Quand tout est électrique, vous pouvez servir l'ensemble du monde au même moment, quasiment. Il y a un peu de latence, mais enfin, ça peut être extrêmement rapide. Alors ce qui est formidable avec la science, c'est qu'en fait, on arrive assez bien à prévoir ce qu'on arrive à faire. Regardez, ce sont des cartes postales écrites en 1900. Et la carte postale disait « Le monde en l'an 2000 ». Le dessinateur a essayé d'imaginer ce que serait le monde en l'an 2000. Et en fait, qu'est-ce qu'on voit? Qu'il a assez bien prévu ce qui allait se passer. On allait pouvoir s'enregistrer, parler à distance, aller plus vite, etc. Mais qu'est-ce qu'on prévoit très mal et qu'on a toujours beaucoup de mal à prévoir? C'est la façon dont la société change au contact de ces technologies, dont ces technologies sont appropriées de façon un peu étonnante. Regardez, au début du téléphone, l'une des premières applications, c'était le théâtrophone. La première chose à laquelle on avait pensé, c'est « Ah, c'est formidable, on va pouvoir écouter des pièces de théâtre et de l'opéra à distance. » Je crois que Proust était abonné. Et puis finalement, il se passe d'autres choses. Regardez, qui aurait pu penser qu'un trombinoscope inventé à Harvard ait comme conséquence indirectement, quelques années plus tard, comme conséquence indirectement, mais quand même en ayant une part importante, l'occupation du Capitole par un type torse nu avec une toque en bison. On pensait que les gens s'échangeraient des photos de chats sur les réseaux sociaux, ce qu'ils font, mais ils s'échangent aussi des idées, ils s'échangent beaucoup d'autres choses. Et donc l'effet des réseaux sociaux sur la démocratie, le fait qu'ils sont en train de tuer la démocratie, qu'on n'ait pas vraiment trouvé la solution entre nous, eh ben, l'effet de ces réseaux sociaux, de ce nouveau désordre informationnel, on ne l'avait pas prévu. On l'a tous accueilli en 2000 en disant « Ah, c'est sympa, on peut s'écrire, s'envoyer des photos, etc. » Et en fait, c'est ça l'histoire du XXIe siècle pour l'instant. C'est l'histoire des apprentissages parfois brutaux, des conséquences des technologies sur la société. Et de plus en plus brutal, pourquoi? Parce que malheureusement, ça va de plus en plus vite, et plus ça va vite, moins on a le temps de digérer.
Et puis, l'une des caractéristiques de notre époque, c'est que le niveau d'exigence cognitive augmente de plus en plus. Et il y a un effet ciseau avec les loisirs dont on va parler. Parce que la guerre des talents a commencé, et je suis sûr que vous tous, dans vos organisations, vous en êtes conscients. Je ne vois pas aujourd'hui un seul secteur qui ne dise pas on n'arrive pas à trouver les compétences dont on a besoin. Il n'y en a pas un seul. Logistique, assurance, banque, santé, pas un. Ils sont où? Qu'est-ce qui faisait la richesse des nations avant la révolution industrielle? C'était la terre, parce qu'il n'y avait pas eu la révolution de la productivité agricole, il fallait beaucoup de terre pour nourrir les gens. Il suffisait d'une mauvaise récolte, on mourait de faim. 2 millions de morts sous Louis XIV quand même, de famine quand même. On mourait de faim jusqu'à il y a très peu de temps, jusqu'en fait, à partir du milieu du XXe siècle, quand on a fait la révolution agricole. Mais donc, qu'est-ce qui faisait la richesse des nations? C'était les terres, il en fallait plus. C'est pourquoi les guerres de conquête, c'était des conquêtes avant tout de territoire. À partir de la révolution industrielle, qu'est-ce qui faisait la richesse d'une nation? C'était la maîtrise de l'énergie, des matières premières évidemment, et puis des capacités industrielles. Et c'est plutôt ça qu'on a voulu conquérir, ces capacités industrielles et techniques. Qu'est-ce qui fait au XXIe siècle la puissance d'une nation? Les cerveaux. Aujourd'hui, la puissance économique et militaire vient des pays qui ont les meilleures innovations. Qui a les meilleures innovations? Ceux qui ont les meilleurs scientifiques, les meilleurs cerveaux, les cerveaux les plus formés. Aujourd'hui, la vraie compétition mondiale, elle est autour de la formation et de l'attraction des meilleures compétences et des meilleurs cerveaux. Et vous savez qu'on n'est pas tous à égalité dans cette petite lutte. Alors le grand problème de la Corée du Sud, vous savez ce que c'est? C'est de faire moins bosser ses étudiants. Vous savez que tous les étudiants en Corée du Sud, tous les élèves, vont à une deuxième école après la première. Alors, pour essayer de les décourager d'aller dans la deuxième école, le gouvernement a créé des cours en ligne en se disant comme ça, ils ne vont pas y aller. Les pics de connexion aux cours en ligne, c'est à 1h du matin. Et puis après, ils ont dit, bon, on va obliger la deuxième école à fermer à 22h. Comme ça, 22h, oui, c'est sympa. Fermer à 22h, comme ça, les élèves pourront prendre un peu de repos. Et du coup, les écoles, elles ont créé des sites en ligne, et le pic de connexion est à 1h du matin. En fait, la Corée du Sud n'arrive pas à trouver un moyen pour faire moins bosser ses enfants. La France n'a pas tout à fait les mêmes enjeux. Vous savez qu'en Chine, le gouvernement chinois a interdit plus de 40 minutes de TikTok par jour et plus de 3 heures de jeux vidéo par semaine, pour les moins de 18 ans. Et c'était exprimé de façon explicite. Les cerveaux de nos enfants sont notre principal actif. Nous devons les protéger de cette forme d'opium. C'est plus la religion qui est l'opium du peuple, c'est le jeu vidéo, de cette forme d'opium, et donc on doit en limiter l'usage. Bon, évidemment, chez nous, c'est un peu différent. Le degré d'exigence cognitive de notre civilisation ne cesse d'augmenter. C'est de plus en plus dur de vivre et d'être utile et de comprendre quelque chose au monde au XXIe siècle, parce qu'il va falloir de plus en plus être marié avec la machine. Vous connaissez la fameuse phrase: vous n'allez pas être remplacé par l'IA, vous allez être remplacé par quelqu'un qui utilise l'IA. Ce qui est très différent. Très très différent, parce que ce quelqu'un qui utilise l'IA, ça peut être vous. Un jour peut-être, on sera remplacé. Mais en tout cas, pour l'instant, dans l'immédiat, on va être remplacé par quelqu'un qui utilise l'IA. J'ai une de mes amies fiscalistes qui me dit « C'est formidable, maintenant j'ai plus besoin de junior, je peux faire mes recherches de jurisprudence dans toutes les langues, il me produit un bon document, et moi j'ai suffisamment de compétences, de seniorité pour corriger les erreurs. D'abord je mets mon nom déjà, c'est pas mal, et puis j'adapte, et en fait, en moins de temps, je fais quelque chose qui a beaucoup plus de valeur que quelque chose qui m'aurait pris peut-être plusieurs semaines, et j'ai plus besoin de junior. Ce qui pose entre nous un petit problème, puisque dans une économie où on n'a pas besoin de junior, comment on devient senior, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, il ne faut pas le dire trop fort après la réforme des retraites en France, mais c'est la revanche des seniors, l'IA générative. Parce qu'aujourd'hui, c'est eux en fait, qui tiennent le haut du pavé, parce que quand vous avez plus d'expertise, en fait, vous avez déjà les clés du système en général, vous avez les clés du camion, et en plus, vous avez la compétence pour arriver à bien utiliser l'IA qui va remplacer en fait, les jeunes stagiaires dans un premier temps, et de plus en plus les autres. Alors là-dedans, ça c'était le premier effet ciseau, augmentation de l'exigence cognitive. Il faut être de plus en plus formé. Et le deuxième aspect de l'effet ciseau, c'est ce rapport compliqué qu'on a au temps libre, et c'est le thème du dernier livre que je viens d'écrire et que j'aurai le plaisir de signer. Je dis ici, il y en a quelques-uns, si le libraire nous a livré. Faisons, là encore, prenons du recul. Nous avons tous commencé comme chasseurs-cueilleurs. Il y a plus de 10 000 ans, nous étions chasseurs-cueilleurs, c'est-à-dire que nous nous baladions par groupe de 100, on se déplaçait tous les jours, une vingtaine de kilomètres par jour. Il fallait 1 km² pour nourrir un chasseur-cueilleur, un fourrageur, comme on dit,
Et donc, on avait un enfant tous les 4 ans, on se déplaçait beaucoup. Et est-ce qu'on travaillait beaucoup à cette époque? Eh bien non. Les paléoanthropologues nous disent qu'on travaillait 1 à 4 heures par jour. C'était en fait la semaine des 2 heures, si vous voulez. Mais on ne faisait pas des 2 jours, pardon. On ne faisait pas 2 jours de façon serrée. On travaillait un petit peu, on dormait beaucoup, on discutait. Et qu'est-ce qu'on faisait le reste du temps? On faisait rien en fait. On discutait, on se montrait des parures. Enfin, c'est ce que montre Lévi-Strauss si vous lisez Triste Tropique. Est-ce que c'était pour autant des loisirs au sens moderne? Peut-être pas, au sens où, je crois que c'est Lévi-Strauss qui le dit, vous n'êtes à cette époque pas un individu, vous êtes une personne. C'est-à-dire que vous êtes le membre d'un groupe et vous n'existez pas sans ce groupe. Or aujourd'hui, nous, quand on nous dit loisir, on pense temps arbitrable, on pense temps à soi, temps dont on peut faire ce qu'on veut en étant d'ailleurs précisément retranché du reste du monde. Alors qu'est-ce qui s'est passé à partir du néolithique, à partir de la sédentarisation? Eh bien, on a commencé, évidemment, à avoir de l'agriculture et à élever. Ça a été, vous savez, un pacte faustien, comme l'a montré Harari dans Sapiens. Pourquoi un pacte faustien? Parce que c'est un mauvais deal, un pacte faustien, en fait. Hein. On a cru, vous savez, Faust, Goethe, il a un peu de jeunesse en échange de son âme. Donc c'est grosso modo un mauvais deal. Alors que là, on a cru acheter de la sécurité d'approvisionnement et on n'est jamais autant mort de faim que depuis qu'on a eu l'agriculture. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on a l'agriculture, on a les moyens d'avoir plus d'enfants, beaucoup plus. Donc, au lieu d'en avoir un tous les 4 ans, on en a quasiment un tous les 2 ans, voire tous les ans. Et puis, l'agriculture, elle manque de bras. S'il faut aider, parce que c'est du boulot. Donc, on a intérêt à avoir plus d'enfants. Mais plus d'enfants, c'est plus de bouches à nourrir. Donc, ça veut dire qu'il faut cultiver de plus en plus. Et donc, en fait, on a pu exploser démographiquement, mais on est mort de faim pendant assez longtemps. Et finalement, on a commencé cette longue marche, en fait assez nouvelle dans l'histoire de l'humanité, cette longue marche vers la conquête nouvelle, vers la reconquête du loisir originel. Je veux dire, originellement, on ne foutait pas grand-chose, pour dire les choses de façon simple. À partir d'il y a 10 000 ans, on a commencé à bosser comme des ânes, parce que c'était ça, en partie, enfin, les inégalités sont apparues, la propriété, donc il y a une classe de la population qui a bossé toute sa vie. Et puis, on a touché le fond de la piscine, probablement au 19e siècle. Au 19e siècle, on travaille 4 000 heures par an. Si vous regardez la vie de quelqu'un en moyenne, qui bossait, il bossait 70% de son temps éveillé, dans sa vie. Pourquoi la vie était relativement courte? Quand en 1945 on a fixé la retraite à 65 ans, l'espérance de vie des ouvriers c'était 55. Les mecs étaient morts normalement à la retraite. Hein. C'était pas conçu pour être la seconde vie. Aujourd'hui, c'est l'espérance de vie en France à la retraite, c'est entre 22 et 26 ans. On a touché le fond à ce moment-là. On travaillait la plupart du temps, il y a même le dimanche qui a disparu à un moment. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à retrouver le loisir qui était en fait une partie de notre vocation originelle. Parce que mon idée, c'est pas... Vous savez, quand j'ai pitché sur Twitter en septembre mon bouquin, j'ai eu des menaces de mort. Parce que les gens pensaient que je disais qu'il fallait bosser plus. Et pas du tout. Notre vocation, c'est le loisir. Mais là, ça dépend quel loisir. Et moi, ce que je vais vous expliquer, c'est que justement, le loisir, c'est encore plus difficile que le travail. D'une certaine façon. Alors regardez, à partir de 1950, la chute extraordinaire du temps de travail. Alors, c'est plus fort en France qu'ailleurs, hein, mais enfin, grosso modo, c'est quand même ce qui s'est réalisé. Oui, la France est très forte pour ça. En gros, en 1900, on travaillait 1950 heures. Enfin, en 1950, pardon, on travaillait 1950 heures environ, vous voyez. Ça a chuté jusqu'à aux alentours de 1400-1600. Et puis pendant ce temps-là, l'espérance de vie, elle a explosé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si vous faites une carrière aux 35 heures, vous avez la totalité de vos trimestres pour avoir votre retraite complète, même après la réforme Macron, vous allez travailler uniquement 12% de votre vie éveillée. La réalité, c'est qu'autrefois, votre vie, c'était du travail, vous alliez intercaler un peu de loisirs. Aujourd'hui, c'est un océan de loisirs de dingue, où vous allez intercaler quelques heures de travail avec réticence. Sauf si vous avez le bonheur d'adorer ce que vous faites. Je suis sûr que dans cette salle, il y a des gens qui travaillent plus de 35 heures. Et donc la réalité, c'est qu'en fait, on est entré dans un monde qui est orienté différemment. Le mindset, l'état d'esprit de l'époque, évidemment, dans certains endroits développés plus qu'ailleurs, hein, c'est d'abord que la vie, c'est fait pour se faire plaisir. Je ne suis pas venu là pour souffrir. Hein. C'est fait pour se faire plaisir, c'est fait pour avoir du loisir. Et bon, de temps en temps, il faut évidemment travailler, mais ce n'est pas toujours extrêmement réjouissant. Alors, on a plein de loisirs, mais qu'est-ce qu'on en fait? Il y a 3 usages du temps à soi.
Le premier, c'est ce que j'appelle le divertissement, par référence à Pascal. C'est le loisir hors de soi, le loisir passif, le loisir où vous oubliez à vous-même, le loisir qui ne vous a pas amélioré, le loisir d'ailleurs du coup qui vous rend moins ce que vous êtes vous-même en fait. Vous vous êtes perdu, vous savez le fameux Gnotis et Auton, connais-toi toi-même sur le temple d'Apollon à Delphes, hein, c'est cette idée de devenir sage, c'est mieux se connaître, c'est se travailler toute sa vie, c'est ça la sagesse antique. Et bien le divertissement c'est le contraire, ok ? Deuxième type, ce que j'appelle le loisir aristocratique, parce que c'était le travail de l'aristocrate, c'est le loisir social, le loisir avec les autres. C'est quand on est en collectivité, avec des amis, avec sa famille. C'est le temps social. Il est évidemment toujours utile car nous sommes des animaux politiques, comme dit Aristote. Puis le troisième, c'est ce que j'appelle le loisir studieux. C'est le loisir pour soi. C'est le loisir de développement de l'action. Vous allez vous développer, mieux vous connaître. Je peux faire référence là au mot grec qui est skolé, qui veut dire la skolé, c'était le loisir studieux. C'est ce qu'on faisait quand on était assez riche pour ne pas travailler. Le sport, c'est de la scolée, évidemment, cultiver son corps, méditer, peut-être parfois s'ennuyer, parce que l'ennui, il est très fécond aussi. C'est aujourd'hui tout ce qu'on fait quand on va lire, quand on va faire des activités artistiques, et puis dans une certaine forme de voyage, on va en reparler. Or, le problème, c'est que ces trois formes, le divertissement, il en faut d'ailleurs. Il nous faut de la paresse, il faut des moments de passivité. Il y a des moments où on a envie d'être sur notre canapé, à zapper, à rien faire. Je veux dire, ça arrive. Hein. Le problème, c'est la tyrannie du divertissement. C'est quand ce divertissement, il va phagocyter les autres formes, quand il va empêcher les autres formes de se développer. Et moi, mon idée, c'est que malheureusement, on assiste à une forme de triomphe du divertissement. On aurait dit au XVIIIe siècle, qu'est-ce qui est important pour vous? Il aurait dit paradisie, hein, être auprès de Dieu, hein, c'est la seule chose enviable dans dans une vie qui était relativement merdique. Hein. Après, à partir peut-être du XIXe siècle, on aurait dit patrie. Je suis prêt à aller mourir à 20 ans dans les tranchées pour sauver la patrie, parce que ça vaut le coup. Aujourd'hui, on ferait cette demande-là aux jeunes, je pense qu'on serait surpris de la réponse. Et puis à partir des 30 Glorieuses, les gens auraient peut-être dit pavillon. Moi, mon objectif, pourquoi je travaille, c'est pour me payer les fruits de la croissance. Et c'est ce qui est arrivé. Il y avait une belle chanson de Jean Ferrat qui s'appelle La Montagne. Il disait, ça fait longtemps qu'ils en rêvaient, du Formica et du ciné, etc. Et on ne se rend pas compte combien, à partir des années 50, c'était la découverte d'un mode de vie inouï pour beaucoup de gens qui était un mode de vie de confort. Et en fait, les gens ne sont pas prêts à renoncer à ce confort. C'est pas vrai, mais en revanche, ils sont dans un état d'esprit différent. 1992 a été une année charnière. C'est l'année où ferment les usines Renault à Billancourt. 12 jours plus tard, ouvre Euro Disney. Le passage d'une société industrielle à une société de l'entertainment. J'accélère parce qu'il me reste 1 minute 30. J'ai en fait encore plein de trucs à dire, mais je vais être relativement raisonnable dans mes déplacements. Notre problème aujourd'hui, c'est l'ennui en fait. C'est que paradoxalement, on n'a jamais eu autant de temps libre, mais que occuper ce temps libre est quelque chose d'extrêmement difficile. Lord Keynes, le fameux économiste, avait d'ailleurs une prévision extraordinaire, une prescience. Il avait dit dans les années 30, on ne peut pas attendre sans effroi, voire arriver sans effroi, une société du loisir. Parce qu'il savait que grâce au progrès technique, on allait pouvoir travailler de moins en moins, mais il savait que c'était horrible une société où on n'avait pas à travailler parce que le loisir est une question 1000 fois plus dure que le travail. Regardez la progression des overdoses aux États-Unis. Alors, mon killer chart, c'est celui-là. Je suis désolé, je vais vous faire très très peur. La progression des problèmes mentaux chez les femmes et les filles aux États-Unis entre 2001 et 2018. Il s'est passé un truc. Que s'est-il passé ? Aux alentours de 2012, la généralisation de ça. Voilà. J'ai pas le temps de développer, mais il y aurait plein de trucs à dire. Regardez, les jeunes font de moins en moins l'amour et voient de moins en moins leurs amis. Les deux étant assez liés, évidemment. On est hyper connectés et pourtant, en fait, on fait de moins en moins de choses en société. Il y a un article du Wall Street Journal il y a quelques mois qui disait 7 millions d'Américains sont sortis du marché du travail pendant le Covid, entre 25 et 54 ans, hein, 7 millions. On est allé étudier, on est allé voir qu'est-ce qu'ils font. Est-ce qu'ils s'engagent dans les associations? Est-ce qu'ils font des choses pour la société? La réponse de l'article du Wall Street Journal est terrible. Ils jouent à Call of Duty sous drogue. Les mecs jouent 2000 heures par an. C'est l'équivalent du temps qu'ils passaient avant au bureau. Alors notre problème, évidemment, c'est les addictions. Notre problème, c'est l'opposition entre la dopamine et la sérotonine, entre le neurotransmetteur du plaisir et le neurotransmetteur du bonheur, si vous voulez. La dopamine, c'est ce que vous avez quand vous avez un petit morceau de sucre. Hein. On en mangeait quand on était chasseurs-cueilleurs 2 kilos par an, grand max. Il y en avait dans le miel et dans les fruits, grand max. Hein. Et aujourd'hui, vous savez, un Américain, en moyenne, il mange combien de kilos de sucre raffiné par an? 70.
On a hacké notre cerveau, l'industrie du sucre a hacké notre cerveau parce que c'est un truc hyper puissant qui va déclencher le mécanisme de la récompense. Et bien le mécanisme de la récompense, comme vous savez, c'est aussi ce qui se passe avec les applications qui ont étudié. Il y a eu un laboratoire spécial qui a créé ce qu'on appelle la captologie, c'est-à-dire la science de la captation de notre comportement. Ce qui explique qu'aujourd'hui, il y a 20 ans, si vous alliez regarder vos mails 150 fois par jour devant votre maison, là, dans votre boîte aux lettres, on vous aurait enfermé. Okay ? Aujourd'hui, c'est ce qu'on fait tous. On prend en moyenne 150 fois par jour notre téléphone, on scrolle 200 mètres de réseaux sociaux par jour en moyenne. Il y a des vraies pathologies mentales qui se sont développées comme la selfie, la prise obsessionnelle de selfie, la nomophobie, la peur d'être séparé de son portable, le FOMO, Fear of Missing Out, la peur de rater un truc si vous n'êtes pas connecté. Heureusement, vous avez ici le Wi-Fi si vous mettez le truc. Et donc, on est quand même de plus en plus addicts. Évidemment, c'est en 1947, le créateur de la 20th Century Fox avait dit on se lassera vite de regarder tous les soirs une petite boîte en bois. Parler de la télévision. 3h45 par Français de plus de 5 ans, encore aujourd'hui. Le téléviseur, vous rajoutez 4 heures d'écran d'hiver. On passe aujourd'hui, ça dépend des gens, mais 60-70% de notre temps sur les écrans. Notre temps libre, le temps arbitrable, ce temps qui a été gagné sur la nécessité, sur le travail. Après 10 000 ans de labeur et de progrès technologiques, finalement, qu'est-ce qu'on en fait la plupart du temps? Pas grand-chose. Peut-être que demain, Matrix s'est un peu trompé, les gens vont se mettre volontairement à la matrice, on n'aura pas à les forcer, parce que toutes les vies sont forcément merdiques, à côté de la vie que vous allez pouvoir vivre en ligne, qui sera programmable à volonté. Parce qu'une vie normale, c'est des jours où il pleut, c'est des jours où il fait beau, c'est des jours de moins bien, parce qu'il n'y a vraiment d'excitation que parce que parfois, il y a des moments où vous êtes moins excité, sinon, c'est que vous êtes en perfusion sous drogue. Bon. Si vous pensez que la chambre de vos enfants était mal rangée, rassurez-vous, je suis sûr que votre chambre ne ressemble pas à ça. On les appelle les hikikomori, il y en a des centaines de milliers au Japon, ce sont des enfants, des adolescents, des jeunes adultes qui n'arrivent pas à sortir de leur chambre, à avoir de relations avec des gens en vrai. Parce qu'avoir des relations avec des gens en vrai, c'est un risque. Alors, je finis avec le tourisme, évidemment. Parce que le tourisme, c'est à la fois la solution et une partie du problème. La solution, pourquoi? Parce que c'est sortir de chez soi, sortir, aller ailleurs. Le voyage, j'adore ce truc, le meaning of the visit, je trouve que c'est une utilisation de Google magnifique. Vous n'avez pas vu la traduction quand même, c'est une brillante traduction. Parce que le problème, c'est peut-être justement the meaning of the visit, de plus en plus. Alors, de plus en plus, évidemment, le voyage est devenu non pas un voyage pour voir, mais pour se prouver à soi-même qu'on a vu, mais finalement sans avoir vraiment vu. J'adore cette photo, finalement vous n'avez même pas vu la pyramide puisque c'est votre téléphone qui l'a vue pour vous. C'est aussi un moment où vous avez quand même l'impression d'être surtout avec tout le monde, et puis un moment où, là c'est les Ramblas naturellement de Barcelone, un moment où vous êtes si nombreux que vous allez finir par casser l'endroit que vous allez visiter. Que l'endroit que vous allez visiter va finir par ne plus exister, un peu comme la grotte de Lascaux, vous savez qu'on a dû fermer au public, parce que plus il y a de visites, évidemment, moins il y a ce que vous allez visiter. Et c'est le cas, évidemment, aussi à Venise. Et c'est aujourd'hui peut-être le grand problème du tourisme de masse, qui doit répondre à la demande légitime des gens de voyager, d'aller voir, et puis d'une curiosité légitime, et puis évidemment le risque de dégradation des sites. Autrefois, pourquoi on voyageait? On voyageait pour explorer, peut-être pour aller faire la guerre. C'était évidemment une bonne raison. On voyageait pour aller découvrir des choses. On voyageait pour faire du commerce. Et à partir du XVIIe siècle, quand on a inventé le tourisme, on a voyagé pour aller découvrir d'autres civilisations et s'enrichir. C'était plus du tout la même chose. Vous savez que le tourisme, ça a été inventé par les Anglais, c'était le grand tour. C'était ce que faisaient les aristocrates anglais au XVIIIe siècle. Ils allaient faire le tour de l'Europe pendant pas mal de temps, ça pouvait durer plusieurs années, pour s'ouvrir à d'autres civilisations. Et c'était vraiment ce sens du tourisme originel qu'il faut retrouver évidemment, tout en ne le rendant pas aussi élitiste qu'il l'était à l'époque, puisque c'était évidemment une infime portion de la population à l'époque. Vous savez, on dit souvent qu'il faut faire une révolution, mais la révolution, c'est revenir au même endroit. Donc en fait, non, il ne faut pas faire une révolution, c'est beaucoup plus intéressant que ça, il faut faire une progression en colimaçon. Je veux dire, l'intérêt du voyage, ça n'est pas de revenir tel que vous étiez. Vous savez, Du Bellay, heureux qui, comme Ulysse, a fait un long voyage, etc., et comme celui a conquis la toison, etc. Pardon pour les traducteurs. Traduire Du Bellay, je suis désolé, en vieux François. Le colimaçon, vous voyez, vous revenez au même endroit, mais agrandi. Et je crois que c'est beaucoup plus ça l'idée. Il ne faut pas revenir chez vous comme vous étiez.
Les Ménines de Velázquez, vous savez, sont un extraordinaire, c'est un memento mori. C'est en fait il y a plusieurs interprétations, hein, mais c'est un tableau qui vous dit, derrière l'illusion de ce qui est important, c'est-à-dire le tableau du roi et de la reine qu'on m'a demandé, moi, Velázquez, de faire. Et qu'en fait, je n'ai pas fait, car j'ai fait l'inverse. Moi, Velázquez, j'ai fait le tableau de ce que voit le roi et la reine pendant qu'ils posent. Il a renversé, vous voyez ? Et qu'est-ce qu'il a mis? Eh bien, il a mis la petite princesse qui s'ennuie. Alors, on a fait venir le chien et les amuseurs de la cour pour la divertir. Et la petite princesse, elle est venue aussi parce que la longue séance de pause, elle est très ennuyeuse pour le roi et la reine. D'accord? Et donc, qu'est-ce que Velázquez a dit? Il a dit, regardez, la vérité de la vie, elle est dans ces moments du quotidien que vous voyez peut-être, que vous ne considérez pas l'importance, et non pas dans l'illusion de stabilité et de grandeur que va donner votre tableau de règne. Vous savez, le grand problème de la vie, c'est d'arriver à procrastiner son plaisir, à mettre son plaisir à distance. Vous connaissez le test du chamallow chez les enfants, vous mettez un enfant devant un chamallow, vous lui dites « je sors de la pièce, si je reviens et que tu ne l'as pas mangé, tu en as 2 ». Et donc, il y a un chercheur qui a fait ce test-là, et puis on a suivi les enfants pendant 30 ans. Le diagnostic est sans appel. Si tu as attendu, les enfants qui ont eu la capacité d'attendre sont plus riches, plus heureux, tout va bien par rapport aux autres. Voilà. Plus vous savez procrastiner votre plaisir, capitaliser votre plaisir, et plus vous en avez. Et en fait, c'est l'histoire des 3 petits cochons. Naf, naf, nif, nif et touf, touf. Je ne sais jamais lequel est lequel d'ailleurs, c'est comme les héromages, j'ai toujours oublié. En tout cas, il y en a un, il n'a pas voulu se donner beaucoup de peine. Il a pris le plaisir immédiat, il a pris la dopamine. Mais finalement, il n'a pas été nourri, parce que assez rapidement, le loup arrive et il se fait bouffer. Hein, et il devient du jambon à host, là. Bon. Alors que l'autre, il a bossé. L'autre, il a pris l'effort, comme quelqu'un, par exemple, qui, regardez, va prendre du temps pour maîtriser un instrument de musique. Un instrument de musique, c'est dur au début, surtout pour ceux qui écoutent d'ailleurs. Mais au bout de quelques années, ça devient agréable et vous avez un plaisir particulier. C'est Eric Satie qui disait de façon rigolote, les pianos, c'est comme les chèques, ça ne fait plaisir qu'à ceux qui les touchent. Et en fait, à travers cette blague, il y a une vérité qui est que celui qui joue de la musique a un plaisir totalement différent de celui qui l'écoute. Et donc ça mérite évidemment un travail particulier. Alors c'est quoi les 3 piliers? Les 3 piliers du loisir, du tourisme, peut-être de l'hôtellerie aussi, au XXIe siècle. Motiver. Vous savez que motiver, émouvoir et l'émotion, ce sont les mêmes racines. C'est ce qui nous meut, ce qui nous fait bouger. C'est ce qui nous rend différents. Le chemin, je crois, est plus important que la destination. Le fait d'être en marche, peut-être de sortir de soi, et peut-être non pas au sens évidemment du divertissement, mais sortir de soi pour mieux se connaître et pour progresser. C'est Michel Foucault qui disait « ce qu'il y a de formidable dans le travail, c'est qu'il vous rend différent de ce que vous étiez ». Et en fait, ce qui doit être formidable dans le voyage, c'est que vous ne revenez pas pareil, ne revenez pas chez vous comme vous étiez. Premier pilier. Le deuxième pilier, c'est éclairer. La recherche du sens. On a besoin, quand on va quelque part, d'accéder à un sens, à une forme aussi de transcendance souvent, qui va au-dessus de ce qu'on est. D'éclairer aussi dans un monde de plus en plus compliqué à comprendre, de plus en plus complexe. Le pourquoi est aussi important que le quoi. Et le pourquoi, il mobilise évidemment des représentations. Et enfin, relier. Être là ne suffit pas, il faut aussi avoir un lien. Relier parce qu'en fait on est de plus en plus finalement solitaire dans ce monde aujourd'hui paradoxalement, puisqu'on est de plus en plus hyper relié. Et aussi parce que l'endroit où vous êtes ne doit pas être un endroit indépendant du monde, ça doit être un endroit où vous avez une histoire qui vous relie. Il faut être relié à l'endroit où vous êtes. Quand on voyageait autrefois, quand vous étiez un aristocrate du Grand Tour, vous ne restiez pas avec vos propres coutumes, vous alliez au-devant des coutumes des autres. Moi, je crois de façon profonde que les 3 luxes du XXIe siècle, en fait, c'est le luxe auquel l'hôtellerie nous donne accès. Le temps. Le temps, parce qu'on se rend compte qu'on a plus en plus de temps et pourtant, on court après de plus en plus. Arriver à maîtriser son temps et à prendre le temps. D'ailleurs, il y a du slow tourisme qui se développe. L'idée peut-être de temps en temps de s'arrêter, d'arrêter les horloges, devient de plus en plus importante et on en ressent la nécessité. Le deuxième, c'est l'espace. Dans des grandes villes, on est de plus en plus serré. L'espace a, je trouve, une valeur particulière. Et enfin, les racines, c'est l'idée d'être relié toujours à quelque chose. C'est l'idée que vous n'êtes pas quelque part comme vous pourriez être n'importe où ailleurs. Le fait d'être relié, c'est ce qui vous permet de rester et d'être en échange avec là où vous êtes. Woody Allen disait
J'adore le futur, c'est là que j'ai l'intention de vivre le reste de ma vie. Je crois que dans l'hôtellerie plus qu'ailleurs, on peut, malgré l'exponentielle qui est un peu flippante, hein, on peut adorer le futur si justement on le prend en main de façon active et déterminée. Je vous remercie.